pour vous décrire la problématique de la douleur en radiologie, moi qui ne suis ni anesthésiste ni radiologue, il a fallu que je cherche un petit peu. Marie, pas trop de l'autre côté, s'il vous plaît. Et évidemment, au départ, je me disais, tiens, douleur et radiologie. Pourquoi? Parce qu'a priori, une radio, ça fait pas mal, c'est comme une photo. On m'aurait dit douleur et dentisterie, pourquoi pas, douleur et chirurgie, oui, mais en fait, on va s'apercevoir que dans les services de radiologie, évidemment, il y a plein d'occasions d'avoir mal, avec du cathétérisme, avec de l'écrasement, avec de l'enfermement, on perfore, on pique, il se passe plein de choses. Alors, j'ai commencé par chercher tout simplement sur PubMed. Je cherchais avec les mots-clés douleur et radiologie, en me restreignant d'abord par paresse aux articles en langue française et puis ceux qui étaient parus depuis 5 ans. J'ai quand même trouvé 241 articles. Mais en regardant de plus près, ces articles ne parlaient pas vraiment de ce que je recherchais au départ, puisque on y détaillait la façon d'explorer telle ou telle plainte douloureuse en service. On y détaillait des techniques de radiologie interventionnelle pour soigner des douleurs, en particulier les douleurs rachidiennes. On y détaillait aussi des techniques nouvelles qui venaient en remplacement de techniques jugées obsolètes et souvent douloureuses. Et on parlait aussi des explorations des voies de la douleur, puisque vous le savez, depuis plusieurs années, maintenant, les progrès de l'IRM fonctionnel ont permis de comprendre beaucoup de choses de ce côté-là. Et finalement, sur mes... Ah, voilà, j'ai piégé à mon propre... le piège que j'ai tendu à tout le monde pendant la... voilà. Et finalement, dans tous ces articles, un seul seulement évoquait la façon d'évaluer et de prendre en charge la douleur liée à la réalisation d'actes d'imagerie. Et je me suis dit, tiens, finalement, peu d'articles référencés en langue française sur ce thème-là. Est-ce qu'on n'aurait pas affaire à une douleur oubliée, tout simplement? Et donc, je me suis rabattu assez rapidement sur un autre type de presse, des articles de presse paramédicale, de presse infirmière, le journal Le Manipulateur, qui est édité par l'Association des manipulateurs d'électroradiologie, et puis aussi les actes des journées françaises de radiologie. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que des équipes témoignent de démarches de services pour prendre en charge la douleur liée aux actes d'imagerie. Bon, je vous rappelle que déjà en 2006, lors de la première journée du CNRD, on avait évoqué cette problématique. Et puis je voudrais saluer au passage l'équipe d'Elvira Lang à Boston qui, au début des années 2000, a publié parmi les premiers essais randomisés sur le sujet, d'où on a pu tirer beaucoup de connaissances, et également qui s'est intéressé à la façon d'utiliser les mots envers les patients. Jean-Marie Gomas en parlait ce matin, les mots qui blessent. Alors, j'ai essayé de prendre quelques exemples d'actes d'imagerie en service et de les classer par grandes caractéristiques. Première caractéristique, le stress. En vous parlant de la cystographie rétrograde de l'enfant, qui est un geste qui est régulièrement fait dans les établissements, puisque au décours des infections urinaires, on peut être amené, en cas de complications, à explorer les voies urinaires. Les infections urinaires sont aussi des infections très fréquentes chez les enfants. Et il s'avère que même en l'absence d'effraction cutanée, cet acte est un acte invasif pour les enfants. En particulier, il est effectué dans la région pelvienne, qui est une région intime. Et puis pour les plus grands, le fait d'avoir une miction en public devant le personnel de service peut représenter quelque chose d'extrêmement gênant. En 2002, il a même été choisi comme un modèle d'acte stressant en recherche en psychothérapie de pédiatrie. C'est l'occasion de rappeler que en pédiatrie, la présence des parents et l'information sur l'acte qui va être réalisé sont deux aspects très importants pour la réassurance de l'enfant. Et donc, je salue au passage l'association Sparadra qui a édité énormément de documents dans ce domaine. Deuxième type d'acte
j'ai appelé l'angoisse, la mammographie. On a déjà évoqué le cancer du sein ce matin avec un témoignage très poignant, celui de Sabine Taylor. L'angoisse, c'est un débat qui date pas d'hier. Hein. L'article de Prescrire qui est ici, les mammographies sont angoissantes, est daté de 93. En l'occurrence, il s'agit de rechercher une maladie grave. Il y a une attente qui est réellement importante entre le moment où on réalise l'acte et le moment où on annonce le résultat. Cette annonce doit faire également l'objet de toute notre attention, de la façon dont elle est réalisée. Même si la douleur est une douleur relativement modérée au niveau de l'acte, d'après ce qu'on peut lire dans les études, parce que ça a été mesuré, il y a des études qui ont mesuré la douleur de l'acte de l'imagerie. Il s'avère que des témoignages existent encore, et je vous renvoie à l'article de Libération que vous avez ici, qui a été publié à la moitié du mois de septembre de cette année. Il y a encore des témoignages qui montrent que les choses ne sont pas aussi simples que ça et que l'angoisse générée par l'attente du diagnostic, évidemment, va avoir un retentissement sur la douleur. Sans compter qu'il y a une grande quantité de faux positifs qui vont donc conduire à des gestes pour explorer les images anormales, des gestes chirurgicaux ou des biopsies. Et donc on peut se demander si tout ça n'a pas un impact sur l'efficacité des programmes de dépistage. Troisième exemple, l'exemple de l'anodin, la cytoponction thyroïdienne. Probablement que parmi les personnes qui sont dans cette salle, certains sont plus patients que soignants et ont déjà subi cet acte qui est décrit quand même couramment, que ce soit dans les cours de médecine ou dans la plupart des manuels, comme quelque chose d'assez facile à faire, à l'aiguille fine, n'est-ce pas? Dans la zone du cou, qui est pourtant une zone plutôt vulnérable, hein, on dit bien prendre à la gorge, et on utilise généralement l'anesthésie locale, l'EMLA, mais l'EMLA, même si on le laisse 2 heures, on a une anesthésie avec 5 mm de profondeur, donc on peut se demander si la glande thyroïde, qui évidemment ne sera pas anesthésiée, est si insensible que ça, a fortiori quand on est obligé d'aller à l'aiguille chercher des nodules qui sont de petite taille, y compris si on est aidé avec par l'échographie. Et puis, bien évidemment, cet acte, dans le cadre du suivi d'un patient, il va falloir le renouveler d'année en année. Donc, la perspective de resubir un examen comme celui-là ajoute à l'inquiétude. Quatrième exemple, la nouveauté. Alors, pourquoi la nouveauté ? À propos d'un acte qu'on appelle la cimentoplastie, qui consiste à injecter dans le corps vertébral, en percutané, un ciment biologique pour stabiliser une vertèbre métastatique, fragile. Alors, la nouveauté, cet acte, classiquement, se réalise sous anesthésie générale. Et pour pouvoir ouvrir la possibilité à des patients fragiles, et les patients cancéreux le sont, pour pouvoir ouvrir la possibilité de soulager les douleurs vertébrales métastatiques à des patients fragiles, l'Institut Bergonié de Bordeaux nous relate son expérience, c'est un centre de prise en charge du cancer, nous relate son expérience de cimentoplastie réalisée sans anesthésiste, avec la combinaison d'anesthésie locale et de méopa. Et dans le numéro de novembre 2011 du Manipulateur, le journal que je vous citais tout à l'heure, on a l'histoire de cette démarche de service et comment l'équipe s'est formée au méopa et a pu prendre en charge ce type d'antalgie. Alors, de tous ces actes d'imagerie, on peut intellectuellement les classer en 3 catégories. Ceux qui vont jamais poser de problème, ni au plan de la douleur, ni au plan de l'anxiété, la zone OK. Ceux pour lesquels on ne va pas pouvoir se passer de l'anesthésiste, c'est la zone que je signalise ici. Et entre les deux, une zone intermédiaire où il n'y a pas d'anesthésiste et finalement, il va falloir quand même avoir une démarche antalgique. Et les équipes vont être obligées de prendre en charge. Et à supposer qu'on connaisse à la fois l'intensité de la douleur et de l'anxiété, on peut situer sur le diagramme intellectuellement l'acte, dans une des 3 zones. Alors, premier exemple, une radio pulmonaire de dépistage qu'on effectuerait avant un examen d'embauche, on conçoit bien que ça ne pose aucun problème, ni de douleur, ni d'anxiété a priori, il est dans la zone OK. Par contre, la même radio pulmonaire réalisée chez un traumatisé du thorax dans le cadre de l'urgence, un traumatisme modéré, va probablement nécessiter une démarche antalgique spécifique.
Toujours plus fort, un polytraumatisé chez lequel il va falloir explorer le thorax volontiers par scanner, on aura besoin d'encadrer ça de façon beaucoup plus stricte avec un anesthésiste et en particulier sur sa valence réanimation. Et alors là maintenant, dans le volet anxiété, je vous cite l'exemple de l'IRM, on en parlait tout à l'heure, l'IRM est quelque chose qui par lui-même n'est pas susceptible de provoquer de la douleur, mais chez un nourrisson, naturellement, les conditions de l'examen réunissent tous les facteurs pour rendre ce nourrisson anxieux. Il est séparé de sa mère, on le met dans une boîte avec des lumières et surtout énormément de bruit, et donc il va falloir contrôler les mouvements de cet enfant, ne serait-ce que pour avoir des images de bonne qualité. Et là, dans les services, ma foi, on a un petit peu tout type de démarche, puisque on peut voir aussi bien des anesthésies générales que des sédations à l'hydrate de chloral, ou éventuellement de façon, à mon avis, plus élégante, l'utilisation de la mélatonine pour engendrer un sommeil dit naturel, voire parfois, quand les conditions sont bien réunies, une succion non nutritive, un biberon, peuvent suffire. Le mammotome, je reviens pas sur la façon dont se déroule cet examen, mais la genèse de cet examen, finalement, ça a été de pouvoir remplacer les biopsies chirurgicales faites au bloc opératoire et d'avoir quelque chose de plus rapide et probablement moins douloureux. C'est comme ça que ça a été décrit. Alors je vois que ça soulève un petit débat que je ne vais pas réactiver nécessairement cet après-midi, mais c'est typiquement le type d'acte nouveau entre guillemets qui, d'une démarche diagnostique qui se faisait au bloc opératoire avec un anesthésiste, vient dans le service de radiologie et qu'il va falloir être capable de prendre en charge au plan de l'antalgie. Alors que, de l'autre côté, la cytoponction thyroïdienne, qui est quelque chose de classiquement anodin, pourrait éventuellement nécessiter une évaluation au plan de la douleur et de la prise en charge. Et j'évoque là éventuellement la possibilité de tester des techniques antalgiques et le méopa peut remplir ce rôle. Alors finalement, pourquoi lutter ? Pourquoi lutter contre la douleur ? Alors probablement qu'il y a petite partie de la population qui est porteuse du fameux chromosome 24 de Jean-Marie Gomas et que certains ont effectivement l'empathie, l'humanité et l'engagement. Mais c'est aussi une évolution de société. Petit exemple, j'étais l'autre jour sur le fauteuil de mon dentiste. Je ne connaissais pas ce dentiste en fait, c'était un premier dentiste. Alors en fait, et j'essayais d'évoquer l'usage du méopa en dentisterie et lui il me disait mais oui effectivement les gens maintenant ne supportent plus d'avoir mal. Alors il faut bien voir que maintenant on a des données scientifiques, on a des données médicales qui évidemment vont mettre les équipes et les soignants en face de nouvelles responsabilités et de nouveaux choix et de décisions à prendre. Que pour structurer ces démarches médicales, des programmes, Daniel Hannequin nous le montrait ce matin, des programmes de lutte contre la douleur ont été écrits, ont été mis en place, que maintenant même l'HAS propose dans son manuel qualité une pratique exigible prioritaire qui est la prise en charge de la douleur et que on peut aller plus loin. La loi maintenant et l'article L1115 du Code de la santé publique est clair, la loi doit être respectée, ce qui fait que par exemple, l'été dernier, la Cour de Bordeaux a condamné un établissement à rembourser, à payer des frais sur une action qui avait été menée par une famille. Alors, comment améliorer les pratiques dans le domaine de la radiologie ? D'abord, ça va être de lever le nez du guidon et puis de repérer les procédures douloureuses et de recenser ces actes potentiellement douloureux parce que finalement, la plupart du temps, on ne les voit pas, on les oublie, on n'y pense pas. De réaliser une enquête auprès des patients en tenant compte des méthodes qui sont en vigueur, avoir une démarche méthodologique correcte. Et puis, après, s'attacher à régler un geste ou une procédure qu'on va évaluer et corriger. Alors,
Bien évidemment, il va falloir repérer les manques et les dysfonctionnements sur chaque aspect de la réalisation du geste, avant, pendant, après. Avant, ça peut être le transport, pendant, ça peut être l'environnement, le confort du patient. Après, ce sont les douleurs qu'on a à la suite de l'examen. Par exemple, quand on parlait de la cytoponction thyroïdienne tout à l'heure, ça peut être les douleurs à la déglutition que les patients rapportent quelques jours après l'examen. Et on va mettre en place des améliorations point par point, en changeant les moyens matériels, en adaptant les médicaments s'il y en a besoin, l'environnement, en rendant par exemple les lieux plus conviviaux, en respectant la dignité des patients, leur confidentialité, la confidentialité des gestes, et surtout en formant le personnel et en formant en priorité probablement le personnel qui est apte à prendre des responsabilités et des décisions. Pour améliorer, à la suite de ça, on va mesurer le niveau de satisfaction des patients en tenant compte de ces caractéristiques, en tenant compte également de la pathologie en cours et en s'appuyant sur l'évaluation de l'anxiété et de la douleur et en rédigeant un protocole qu'on va pouvoir diffuser. Et ce protocole sera l'occasion d'une traçabilité des gestes qui nous permettra, dans un deuxième temps, de pouvoir évaluer les procédures. Et évaluer les procédures, c'est, je vous renvoie sur la roue de Deming qu'on connaît, c'est prévoir ce qu'il faut faire ce qui a été prévu, enfin vous connaissez, mais naturellement, si tout le monde respecte uniquement les protocoles mais pas les personnes, il va nous manquer quelque chose. Et ça va être ce quelque chose, c'est cette petite force qui sert à faire bouger finalement la roue. Et cette petite force, évidemment, je pense qu'il faut la chercher, il faut la trouver, une force douce et subtile. Et devinez pourquoi je vous en parle à vous. Je vous remercie.